plupart des gens savent quand ils ont fait quelque chose de mal. Et c'est justement parce qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils ont fait va à l'encontre de la morale qu'ils cherchent des moyens de se justifier. Sauf que certains vont plus loin. Ils essaient pas simplement de se convaincre eux, mais aussi tous ceux qui croisent leur route. Alors aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de deux hommes qui ont tenté toute leur vie de se faire passer pour des héros. Il y a des jours où on ferait mieux de rester chez soi. Petit, où te caches-tu? Fais tes prières, c'est fini! Mon seul regret, c'est de pas avoir pu profiter de l'offre dessert offert à vie avec mon abonnement HelloFresh. Ouais, avec le code Horreur Dessert, chaque semaine quand je reçois ma box, elle est accompagnée d'un dessert gratuit. Lava cake, tiramisu, crumble. Tu te rends compte que je vais te tuer, hein? D'ailleurs, j'avais gardé une mousse à la pistache pour me remonter le moral dans ce genre de moment. Quelqu'un m'a parlé d'HelloFresh. Oh putain, chauve-souris man! Ta première box à partir de 3€ par portion et des desserts offerts à vie avec le code Aurore Dessert. Des produits de qualité livrés chaque semaine avec leurs recettes. C'est écolo, tu choisis ce que tu veux cuisiner, végé ou pas, et tu m'écoutes pas du tout en fait. Tu manges un fondant là. Des desserts à volonté toute ma vie. J'ai pas du tout compris l'histoire. Qui se fait passer pour un héros en fait? Bah, le clown. Et HelloFresh, t'as testé du coup? Ouais, mais c'est grave. Pedro Rodriguez Filo, le vigilante. Avant même sa naissance, Pedro était condamné à un monde de violence qui ne le lâchera jamais. Son père, un criminel monstrueux, frappait tellement sa mère qu'il brisa le crâne du fœtus alors qu'il était encore dans son ventre. Cette blessure, Pedro va la garder toute sa vie. Je vous laisse imaginer l'enfance qu'il a passée, sous les coups et les injures. Alors qu'il a 13 ans, à la suite d'une dispute ridicule, il se fait rouer de coups par un cousin plus âgé. C'est sous ces points que Pedro ressent pour la première fois une pulsion sombre, l'envie de tuer. Quelques heures plus tard, il tentait de le pousser dans une presse à canne à sucre, manquant de lui arracher le bras. C'est seulement 1 an plus tard, alors âgé de 14 ans, qu'il passe à l'acte. Son père s'est fait virer de l'école où il travaille comme gardien. On l'accuse d'avoir volé de la nourriture. Alors Pedro prend un fusil et assassine le responsable du licenciement, l'adjoint du maire. Puis derrière, il tue aussi celui qu'il pense être le vrai voleur. Double meurtrier, à moins de 15 ans. Alors, il s'enfuit, quitte la région et va vivre à Sao Paulo où il a de la famille. Là-bas, dans les quartiers pauvres, il embrasse une vie de délinquance, essayant de s'en sortir à coups de vols répétés. Mais sa soif de meurtre était seulement naissante. Alors, il décide de cibler des criminels, notamment des trafiquants de drogue. Les pires des pires, d'après ses propres dires. C'était un peu sa façon de purger la ville de ses vices. Un jour, alors qu'il a 16 ans, il s'éprend de la veuve d'un dealer qu'il vient de tuer, une certaine Botina, et reprend l'affaire du défunt avec elle. À partir de là, c'est difficile de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Alors, prenez ce que je vais dire avec des pincettes. Parce qu'il y a d'un côté les faits, et de l'autre ce que Pedro dit en interview. Et c'est quelqu'un qui a tendance à un peu exagérer ce qu'il raconte. On sait que dans sa conquête du pouvoir, il va être mêlé à plusieurs guerres de gangs, et qu'il va se débarrasser d'autres dealers de la région. Puis, visiblement, sa compagne se fait tuer lors d'un raid de police. Lui en réchappe, s'enfuit et remonte une nouvelle affaire. À ce moment-là, il rencontre une autre femme, nommée Maria, qui tombe enceinte de lui. C'est l'amour de sa vie. Il se fait tatouer sur le bras son nom, juste à côté de la phrase « Je peux tuer par amour ». Malheureusement, Maria n'accouchera jamais. Elle se fait assassiner par un rival. Pedro la retrouve gisant dans une mare de sang à son domicile et met tout en œuvre pour se venger. Il a alors seulement 17 ans. Accompagné de ses hommes de main, il tabasse, torture et tue pour comprendre qui est l'auteur du meurtre de sa compagne. D'après le peu d'infos qu'on a, sa quête se termine lors d'une scène digne d'un film de gangster où ils font irruption en plein milieu d'un mariage. Un massacre, entre 5 et 7 morts et plus d'une quinzaine de blessés. Quelques mois plus tard, il était arrêté et envoyé en prison pour 30 ans, la peine maximale au Brésil à l'époque. Quand bien même la totalité de ses crimes le faisait monter à plus de 120 ans. Pour certains, ce serait la fin de l'histoire, mais pour Pedro, c'était le début de sa légende. C'est entre 4 murs qu'il va se forger une réputation de tueur qui ne le lâchera jamais. On raconte qu'il tue un autre détenu dans le véhicule qui les amène à la prison. Que dans ses premiers mois en cellule, il se fait des ennemis, achète illégalement un couteau à un des gardiens, et alors que 5 personnes lui sautent dessus dans la cour, en tue 3 et met les 2 autres en fuite. Et ça va continuer pendant des mois,
des années même. Au total, il aurait tué plus d'une quarantaine d'autres criminels en prison avec lui. Alors, ça paraît énorme, hein, et c'est probablement un chiffre un peu exagéré. Comme plein d'autres serial killers, il a tendance à mélanger réalité et fantasme quand il raconte sa vie. D'ailleurs, lui-même clamera avoir tué plus d'une centaine de personnes au total. Donc les chiffres exacts, on les connaît pas. En partie parce que dans les années 70, les prisons au Brésil, c'est un peu chaotique, et beaucoup de papiers administratifs vont être perdus ou détruits. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il va tuer beaucoup de monde en prison. Et ça va provoquer deux choses. D'abord, il attire l'attention des médias, et il va être interviewé plusieurs fois. Mais aussi, il va pouvoir pousser son propre narratif, celui du gentil prisonnier qui tue que des méchants. Du coup, son histoire va être relayée, on lui donne des surnoms dans la presse, on lui pardonnerait presque de tuer autant de gens, car après tout, c'est des criminels. Et lui continue de raconter des histoires, vraies ou fausses, mais toujours plus extraordinaires. Par exemple, il y en a une très célèbre où il explique retrouver son père emprisonné après l'assassinat de sa mère. Il dit l'avoir tué de ses propres mains et mangé son cœur après avoir arraché sa cage thoracique. Alors, pour la légende, c'est incroyable, mais l'histoire est quand même un peu louche, surtout quand on sait qu'il racontait pas la même chose à ses psychiatres. N'empêche qu'il devient célèbre. C'est le Dexter brésilien charismatique. Celui qui tuait, oui, mais pour la bonne cause. Les psychiatres, eux, sont un peu moins enthousiastes. Et après 30 ans derrière les barreaux, à avoir tué sans compter des compagnons de cellule, il fait une demande de libération. Il a le droit, hein, il a purgé la peine maximale. Sauf qu'heureusement, on lui refuse. Hein. Après tout, il a tué beaucoup de monde en prison, ça alourdit sa peine. Alors les juges décident de lui rajouter 4 ans. Et en 2007, âgé de 53 ans, Pedro, le tueur de criminels, est libre. Enfin, pour quelques années seulement. En 2011, on le chope pour possession d'armes illégales et d'autres faits qui datent de l'époque où il était encore détenu. Il retourne derrière les barreaux jusqu'en 2018. Et là, sur les conseils d'un ami, il va tenter de capitaliser sur sa notoriété, en ouvrant une chaîne YouTube. Dedans, il parle de lui, de son expérience en prison, analyse d'autres affaires. Ça va avoir un petit succès. D'ailleurs, elle existe encore aujourd'hui, hein. Même si elle a changé de nom, visiblement quelqu'un a tenté de la récupérer pour se faire sa promo avec. Finalement, tout s'arrête net en 2023. On le retrouve assassiné par balle, aucun suspect, on ne saura jamais qui est l'auteur. Alors, qui était vraiment Pedro Rodriguez Filho ? Est-ce qu'il choisissait vraiment ses victimes ? Est-ce qu'il a tué autant de gens qu'il le prétend ? Et surtout, qui est-ce qu'il essayait vraiment de convaincre avec son histoire ? Les autres ou lui-même ? Donald Harvey, l'ange de la mort. J'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Je libérais simplement les gens de leur misère. Si jamais je suis malade, couvert de tubes ou sous respirateur artificiel, j'espère que quelqu'un viendra y mettre fin. Dans la salle d'autopsie, l'ambiance est pesante. Ce qui devait être une simple routine vient de se transformer en quelque chose de grave. Très grave. Devant les médecins, le corps sans vie de John Powell, un motard accidenté de la route qui, après plusieurs mois d'hospitalisation intensive, vient de mourir subitement d'une crise cardiaque. Le problème, c'est que quand on a découvert le corps, il n'avait pas la bonne odeur. Ou plutôt, disons qu'il avait une odeur en trop, celle de l'amande. Et tous ceux qui ont eu l'habitude d'étudier des corps sans vie le savent, l'amande, c'est aussi l'odeur du cyanure. Devant eux, il n'y a donc pas un drame malheureux. Il y a un meurtre. L'alerte est donnée. En quelques heures, le FBI est sur place en train d'interroger les membres de la famille du défunt ainsi que toutes les personnes qui ont pu s'approcher de lui, de près ou de loin. Ils ont déjà vu plus d'une trentaine de personnes quand Donald Harvey, infirmier, entre dans la salle. Un homme calme, serein, pas du tout inquiété par la gravité de ce qui se passe dans l'hôpital. On lui demande son nom, son prénom, et puis... Tout à coup, il a dit à mon collègue « Ok, j'avoue, c'est moi qui l'ai tué. » Fin de l'histoire. Il a avoué. C'était un meurtre isolé, un type dérangé qui a cédé à ses pulsions et commis l'irréparable. Mais au moins, il a été attrapé avant de faire plus de mal. Enfin, on aurait aimé que ça se termine comme ça. Parce qu'à l'hôpital, les collègues de Donald Harvey, eux, ont des sueurs froides. Faut dire que l'infirmier a un surnom évocateur, le baiser de la mort. On l'appelle comme ça parce qu'il a pas de chance. Ses patients décèdent beaucoup plus que les autres. En même temps, il s'occupe surtout de personnes âgées et d'accidentés graves. Mais même comme ça, tout le monde a remarqué que c'était un peu anormal. D'ailleurs, lui-même en rigolait. Parfois, il lâchait. Il y en a encore eu un aujourd'hui. Et tout le monde pensait que c'était une blague. Enfin, tout le monde. Pas vraiment. Il y a bien eu quelques personnes qui sont allées voir la direction pour leur dire que cette histoire était un peu louche, mais on leur a juste dit d'arrêter de se faire des films. Après tout, un infirmier qui tue des patients, impossible.
Au même instant, Donald est avec son avocat et il lui avoue tout. Il n'a pas tué une personne, il en a tué des dizaines. En fait, ça fait 17 ans qu'il fait ça. À partir de là, tout s'enchaîne. Les infos sortent dans les journaux. La police et le FBI essaient de reconstituer la liste complète de ses victimes. C'est un vrai casse-tête, mais ils vont finir par y arriver. Et quand ils auront assez d'éléments, ça sera la chaise électrique assurée. Alors, l'avocat de Donald Harvey propose un marché au procureur. Des aveux, l'intégralité de ses crimes commis, en échange de la prison à perpétuité. Le deal est accepté. Lors d'une interview filmée, Harvey avoue une trentaine de meurtres. 21 dans l'hôpital où il exerçait au moment des faits et une dizaine dans son premier job au début des années 70. D'après les inspecteurs, il est glaçant, n'éprouve aucun remords et raconte ses crimes comme s'il racontait un passage au supermarché. Mais comment est-ce qu'il peut vivre avec ça ? Comment choisissait-il ses victimes ? Pourquoi est-ce qu'il a tué autant de gens ? En fait, d'après ses propres dires, c'était pour soulager les patients, pour leur éviter de souffrir sur un lit d'hôpital. C'est ce qu'il va clamer pendant des décennies. Mais c'est particulièrement difficile de le croire. C'est pas comme si ses patients souffraient énormément et lui avaient demandé de les aider à partir. Dans ce cas-là, on aurait pu au moins se poser la question. Non, lui, il décidait arbitrairement de qui devait vivre ou mourir. Sa première victime, il la tue alors qu'il a seulement 18 ans et qu'il vient d'obtenir son premier job à l'hôpital de Marymount dans le Kentucky. Un homme de presque 90 ans qu'il étouffe avec un coussin. À partir de là, c'est l'escalade et il ne s'arrêtera pas. Il reste seulement 1 an dans cet hôpital et pourtant aujourd'hui on peut le relier à presque 20 meurtres, volontaires ou accidentels. Ça va de l'arrêt de bonbonnes d'oxygène à l'injection de produits létaux jusqu'au fait de volontairement mal manipuler des patients en état critique. Et quand on creuse plus profondément dans sa vie, on se rend compte de l'absurdité de son histoire. Non seulement les gens mouraient dans les hôpitaux où il travaillait, mais aussi dans son entourage. On le suspecte d'avoir été à l'origine de l'empoisonnement de plusieurs personnes pour des raisons absurdes. D'avoir mis de l'arsenic dans la nourriture de ses proches. Il était proche de groupes occultes qui pratiquaient des rituels bizarres. Il a tenté de nombreuses fois de mettre fin à ses jours, en mettant le feu à son appartement par exemple. Un jour, alors qu'il était complètement bourré, il va même avouer ses crimes à ses amis, puis à la police, qui le prendra pour un fou racontant n'importe quoi avant de le dégager du commissariat. Pire que tout, avant de se faire embaucher à l'hôpital où il commet sa dernière série de crimes, il avait été viré de son job précédent pour possession d'armes à feu sur le lieu de travail. Et en plus de ça, on avait trouvé des morceaux de foie humain dans son casier. Mais ça l'avait pas empêché de retrouver un taf, vu qu'on connaissait pas ses antécédents. Au tribunal, l'affaire est vite réglée. Il plaide coupable pour l'intégralité des crimes qu'on lui reproche et est envoyé derrière les barreaux sans aucun espoir de revoir la lumière du jour. Malheureusement, le procès est incroyablement médiatisé. Des journaux, télé et radios du monde entier viennent assister aux plaidoiries et relient l'histoire de cet homme qui tuait pour abréger des souffrances. Combinez ça au fait que c'est un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis avec presque 40 meurtres confirmés et vous avez un personnage taillé pour les interviews à sensation. Avec les années, son discours va se lisser. Il va essayer de montrer patte blanche. Mais parfois, il ne peut pas s'empêcher de laisser sortir ce qu'il pense vraiment. I mean, you've eaten me up today and then I'm taking care of you tomorrow? Oh, I don't think so. En mars 2017, après avoir été passé à tabac par un autre détenu de la prison où il vivait, Harvey meurt, seul, sur un lit d'hôpital, de la même manière que ses victimes. Encore merci à HelloFresh de leur soutien sur cette vidéo. Profitez de desserts à vie de votre première box à partir de 3 € par portion avec le code HorrorDessert.